Un accord de paix historique à Gaza ou une nouvelle illusion? Trump annonce que le Hamas a accepté un désarmement total. Mais que dit le Hamas? Et la crise migratoire en Europe explose alors que 50 000 migrants affluent dans la ville espagnole de Ceuta. Nous allons tout analyser sur le plateau. Bienvenue à nouveau à tous dans l'émission The Quad. Et oui, je suis de retour dans le pays. Merci à mes formidables co-animatrices qui ont assuré l'émission tout le mois où je n'étais pas là. Nous sommes ravis d'être à nouveau avec vous. Maintenant, la Maison-Blanche annonce un accord historique. Voici leur déclaration. Aujourd'hui, le Conseil de la paix est parvenu à un accord historique pour le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. C'est une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable. Mais que dit le Hamas? Regardez ceci. Nous avons parlé de stocker les armes lourdes sous la responsabilité du Comité national. Point. Et c'est tout. Nous n'avons parlé d'aucun autre terme, ni de désarmement, ni de quoi que ce soit d'autre. La question de la libération de la terre de l'occupation et la question de la construction de l'unité nationale palestinienne. Ce sont des questions sur lesquelles nous allons travailler et que nous continuerons de faire avancer. Eh bien, c'était Ghazi Hamad. Et est-ce que les Américains se font encore manipuler? Eh bien, mesdames, avant de commencer à en parler, voyons ce que prévoit l'accord. Donc, voici l'accord, d'accord? Vous vous débarrassez de l'armement lourd. En d'autres termes, des roquettes. D'accord, pour les roquettes, ça va. Il n'en reste presque plus de toute façon. Et ce n'est pas comme si l'Iran pouvait les réarmer à ce stade. Mais ils peuvent garder des armes défensives, ce qui inclut des Kalachnikov et des RPG. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand ils disent qu'il s'agit d'un désarmement? Est-ce encore un autre type d'accord cosmétique où, oui, vous devez vous retirer avant que nous fassions quoi que ce soit, mais en réalité, nous ne faisons rien et ils bénéficient d'une amnistie. Ils bénéficient d'une amnistie pour rester dans la bande de Gaza. Donc, en gros, les terroristes restent dans la bande avec des armes défensives. Que faisons-nous vraiment? Cela ressemble à d'autres situations vécues. Émilie, je te laisse la parole. Qu'est-ce que cet accord, s'il s'agit bien d'un accord, signifie pour toi? Absolument rien. Je pense que c'est le même schéma que nous voyons depuis des années concernant Gaza. Je ne crois pas que ce soit applicable, c'est pourquoi il n'y a pas eu de réaction immédiate d'Israël, même 48 heures après l'annonce de la Maison-Blanche. Parce que nous savons qu'ils ne vont pas le faire. Nous savons qu'ils ne vont pas se désarmer. Donc tout cet exercice n'a aucun sens. Et malheureusement, c'est ce que nous avons vu le président Trump faire assez souvent lorsqu'il semble ne pas savoir quoi faire d'autre. Dès le début, le Hamas a rejeté le désarmement quand Trump a proposé le plan en 20 points. Ils ont rejeté le démantèlement. Et nous sommes toujours exactement au même point qu'au moment où cela a été proposé. Donc, rien n'a vraiment changé ici sur le terrain. Et je suis désolée, mais leur accorder l'amnistie et faire en sorte qu'ils ne remettent que, vous savez, les armes lourdes, mais ils ne les font même pas sortir de Gaza. Elles vont être contrôlées par une sorte de nouvelle autorité technocratique palestinienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Nous avons littéralement déjà fait exactement la même chose auparavant. Qu'est-ce que vous pensez qu'était la FINUL? Une force internationale de maintien de la paix? On a déjà fait ça avant. Pourquoi recommence-t-on? La même chose encore et encore en espérant un résultat différent? Eh bien, absolument. Comme je l'ai dit, c'est purement cosmétique. Mais regardez, d'un autre côté, d'accord, à la même période l'année dernière, tu te souviens où on en était à ce moment-là? Les otages étaient encore à Gaza. Donald Trump a annoncé qu'il allait les ramener chez eux, comme s'il l'avait obtenu par la seule force de sa volonté. Et ils sont rentrés chez eux avec les mêmes acteurs étatiques malveillants, comme le Qatar et la Turquie et, vous savez, tous ces autres, et l'Égypte. Donc, vous avez ces acteurs étatiques qui soutiennent le soi-disant Hamas, et nous savons que c'est une farce, nous le savons. Mais d'un autre côté, c'est comme ça que nous avons ramené les otages chez eux. Non, Shoshana. Tu soulèves un point intéressant. Émilie dit qu'on vient de le faire. Quelle est la différence? Elle a raison. Oui, ce que tu dis est vrai. Le Hamas ne va pas changer, mais les gens qui arment le Hamas et ceux qui financent le Hamas, si on leur coupe les vivres, alors le Hamas n'a plus rien. C'est peut-être ça la vraie variable à modifier pour obtenir un résultat différent à partir de la même situation, non? Oui. Ça pourrait, non?
Si tu observes l'échiquier, pas le joueur, mais l'échiquier en lui-même, tu sais, il n'y a pas que les pièces avancées. Il faut penser à qui est derrière et qui les soutient. Et au bout du compte, un pion n'est qu'un pion s'il n'est pas soutenu par les autres pièces et ce qu'elles peuvent faire. Si quelqu'un adopte une stratégie et réfléchit à qui peut armer ou aider Hamas et comment les écarter, le résultat pourrait être différent. Je Exactement. pense que le problème, Vas-y, Émilie. je voulais dire que je partage ton avis, Shoshana. Cependant, nous ne traitons pas directement avec la personne derrière le Hamas. Et c'est la République islamique d'Iran. Maintenant, je sais qu'on hésite aussi à ce sujet, mais c'est la même chose. Je veux dire, du moins pour l'instant, d'après ce que nous savons actuellement, ni le président Trump ni la communauté internationale n'agissent pour les tenir responsables. Rien ne changera donc avec les Houthis, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah ou les gardiens de la révolution islamique, jusqu'à ce que nous soyons prêts à vraiment affronter cela de front. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faudra bien, à un moment donné, affronter l'un ou l'autre directement. Exactement. Et même s'ils sont affaiblis, et même s'ils sont trop occupés à mener leur propre guerre en ce moment pour armer le Hamas, mon problème, c'est qui sont ces pays. Nous avons la Turquie, nous savons toutes qu'ils sont maintenant devenus un bras avancé de la confrérie des frères musulmans au sein de l'OTAN. Leur ambition est de restaurer l'Empire ottoman. Le Qatar, nous savons toutes qu'ils sont à l'origine du financement de ce poison. L'Égypte a ses propres problèmes et a érigé 6 murs pour se séparer du Hamas et de la bande de Gaza. Si ces gens font pression sur le Hamas, nous avons réussi à ramener les otages, c'est énorme, n'est-ce pas? Mais ces personnes ne sont en aucun cas particulièrement intéressées à s'assurer que les frères musulmans disparaissent dans la bande de Gaza, n'est-ce pas? Mais alors, comme tu l'as dit sur l'échiquier, si on voit cela comme un système à piliers, surtout actuellement avec la situation en Iran et la gestion des gardiens de la révolution, le Hamas est en quelque sorte devenu un moindre mal dans un océan de plus grands maux. Parce qu'il faut s'occuper du roi lui-même en ce moment, et ils tombent tous sous cette catégorie. Donc, je pense que peut-être, si cela s'avère relever plutôt des civils, de gens qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, mais qui ont été manipulés, si on s'y attaque de front, en visant la tête du poisson et en la faisant pourrir par le haut pour que tout le reste soit exposé, cela pourrait être une tactique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'espère qu'en le voyant de cette façon, il y a tellement de mots qui nous entourent. Mais aussi, je pense qu'en ce moment, sur le plan international, il y a un mal qui alimente chaque partie. Donc, nous savons que c'est la tête du serpent. Et nous savons que le Hamas a certainement été affaibli. Et voilà comment je vois les choses. Un autre hiver approche. J'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. L'hiver arrive. L'hiver Nous sommes arrive. littéralement Game of Thrones. Nous sommes Game of Thrones sans les dragons. Et nous avons des personnes qui pourraient vraiment bien s'en sortir avec des dragons. Mais nous sommes dans Game of Thrones et ils ne peuvent pas laisser 1 million de personnes vivre sous des tentes un hiver de plus. C'est comme ça que je le vois. Et ils veulent faire entrer de l'argent pour la reconstruction, mais ils ne peuvent pas laisser la reconstruction à Hamas. Donc ils doivent faire semblant, en apparence, que Hamas n'est plus aux commandes. Je le vois ainsi. Le problème, c'est qu'il faut injecter de l'argent là-bas. On ne peut pas laisser ces gens sous des tentes. Je suis désolée d'être aussi expéditive. Ce n'est pas une remarque désobligeante envers le peuple de Gaza. Mais pourquoi nous préoccupons-nous du peuple de Gaza, même s'ils sont 1 million à vivre sous des tentes en hiver, alors qu'il y a 92 millions de personnes qui vivent sous une dictature islamiste terroriste, qui d'ailleurs n'ont pas d'énergie, pas d'eau, ni rien de ce dont ils ont besoin pour leur vie quotidienne en Iran. Tout cela à cause du régime, dans un pays pourtant riche en ressources. Pourquoi ces gens ne comptent-ils pas, alors qu'1 million de personnes à Gaza comptent soudainement? Bien sûr qu'ils L'hypocrisie comptent. sur ce sujet est folle. Pour moi, Eh bien sûr qu'ils comptent. Vous savez, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que lorsque l'Amérique attaquait l'Iran ces 2 dernières semaines, mais Israël n'était pas impliqué, je vous le promets, je voyageais un peu partout. Cela a à peine fait la une de l'actualité internationale quand Israël n'était pas impliqué. Je sais qu'on répète souvent « pas de juifs, pas de nouvelles », mais cela n'aurait pas pu être plus flagrant pour moi. J'étais en Amérique et j'étais en Europe. D'accord? Je continuais à suivre les principaux médias traditionnels. En Angleterre, les médias en parlaient à peine, alors qu'en Amérique, c'était le 3e sujet du journal. C'est absolument vrai. et Et donc, donc, Émilie, comment peux-tu penser que 92 millions de personnes
qui ne sont actuellement pas attaqués par Israël vont attirer l'attention, alors qu'il y a 1 million de personnes à la frontière avec Israël. La dystopie dans laquelle nous vivons en ce moment. Et c'est pourquoi cela reflète exactement ce qui se passe dans la République islamique d'Iran. Donc, ce week-end, n'est-ce pas, nous étions tous préparés, Prêt à partir. prêts à partir, prêts à intervenir, selon le président Trump. Écoutez, les soldats ont été appelés en service de réserve dans ce pays. Tout le monde est sur le qui-vive. Ils ont ouvert tous les abris collectifs. Ma fille devait rendre visite à une amie à Betchworth. Mon mari a mis un tapis de yoga dans la voiture au cas où elle devrait s'arrêter et s'allonger. Voilà notre quotidien. L'Arabie Saoudite m'a demandé de le faire. Par les Émirats Arabes Unis et par le Qatar et par l'Iran. Nous étions tous prêts à partir. C'est à peu près maintenant, là, tout de suite. Et ça aurait été une attaque massive. Nous sommes tous prêts à partir. Mais quand les Alliés ont demandé d'annuler ça, il faut dire, eh bien, voyons, ils demandent car ils pensent qu'il y a un accord et sont aussi fortement sollicités par l'Iran. Ils ont dit, nous aimerions conclure un accord. Maintenant, vous savez, je ne sais pas ce qu'ils disent parce que souvent, ils me disent ça, puis ensuite ils continuent en disant, nous ne savons pas de quoi ils parlent. Et puis on se réveille le matin, nada clum. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on est de retour à de bonnes négociations avec un régime qui ne peut pas changer, qui ne changera pas, ce sont des scorpions. Maintenant, je ne pense pas que quelqu'un ici, dans ce jeu, soit stupide. Je pense qu'il y a un jeu en cours. Et le jeu, c'est celui-ci. Trump doit faire traîner ça jusqu'après les élections de mi-mandat, car la guerre ne l'avantage pas électoralement. Et Bibi a besoin d'une guerre pour les élections, parce que je ne pense pas qu'il s'en sorte très bien en ce moment. En tout cas, il n'y a pas de résultat clair. Et donc, je pense que c'est ça la tension en ce moment. Et Trump, bien sûr, c'est la superpuissance. Il va gagner. Et bien sûr, la République islamique, chaque fois qu'ils peuvent gagner du temps, c'est leur stratégie depuis 47 ans. Donc, encore une fois, nous avons un accord qui n'en est pas un, des négociations qui n'en sont pas. Et comment tout cela va-t-il se terminer? Ou est-ce qu'on essaie tous simplement de gagner du temps? Émilie, tu es en contact avec de vrais Iraniens sur le terrain. En fait, Émilie, tu es maintenant sur la liste noire des gardiens de la Révolution, comme quelqu'un avec qui, si des Iraniens entrent en contact, ils risquent 5 ans de prison. Alors, Mazal Tov, Émilie, tu es désormais dans le collimateur des gardiens de la Révolution. Qu'est-ce que les Iraniens en Iran te disent à propos de leur situation actuelle en ce moment? Eh bien, c'est absolument abominable. Je veux dire, le problème le plus urgent qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de ressources de base. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture, ni avoir de l'électricité toute la journée. C'est vraiment comme dans le tiers-monde. Je le rappelle à ceux qui l'ignorent. L'Iran n'est pas comme l'Afghanistan ou certains de ces autres endroits plus reculés. L'Iran est un pays très développé, avec une population très instruite. C'est pas un pays arriéré, d'accord? Malgré leur gouvernement, ce n'est pas du tout arriéré, c'est un pays très, très développé. Et donc, se retrouver dans une situation où soudainement, on n'a plus d'électricité ou d'eau, c'est fou, presque inimaginable, vraiment au même niveau que, je ne sais pas, la France ou quelque chose comme ça. Ça n'arrive tout simplement pas. Il n'y a aucune raison. C'est le problème principal. Mais ils ont vraiment perdu espoir à cause de Trump, à cause de sa gestion de la situation. Je suis d'accord. Politiquement, il doit considérer certains facteurs et trouver comment passer les élections de mi-mandat. Il n'y a pas de solution facile. Mais la conséquence de cela, c'est que la situation pour le peuple iranien est encore plus abominable. Et juste ce matin et hier, ils ont exécuté un jeune de 19 ans. Aujourd'hui, ils ont exécuté 2 autres citoyens. Et dans les 2 cas, c'étaient tous des personnes qui manifestaient en janvier. Et aujourd'hui, les 2 qui ont été exécutés étaient accusés d'espionnage pour Israël, ce qui, bien sûr, n'était pas vrai. Je veux dire, c'est aberrant ce qui se passe et révoltant que la communauté internationale n'en tienne pas compte. Avec un front plus uni, même sans action militaire, nous pourrions voir une réalité différente, ou au moins plus de pression sur ces questions de droits humains. Nous savons que lorsque la communauté internationale exerce une forte pression sur la République islamique, notamment lors d'exécutions imminentes, actuellement, des dizaines d'exécutions sont imminentes. Ils reviennent parfois sur leurs décisions ou retardent ces exécutions, mais ce n'est pas le cas actuellement. Ils cherchent à trouver des moyens de retourner dans la rue, mais leur principale préoccupation reste leur sécurité physique et leur bien-être.
Que ce soit nourrir leur famille ou manifester sans risquer de se faire tirer dessus par leurs propres forces de sécurité. Et absolument aucune de ces exécutions n'est jamais rapportée. Vous avez ces jeunes de 19 ans, de magnifiques jeunes femmes de 18 ans, qu'ont-elles fait? L'une a retiré son hijab, l'autre a chanté en public, l'autre personne a été accusée à tort d'espionnage. Et cela ne fait pas la une des journaux. Non, et l'ironie, c'est que, tu sais, parlons des jeunes de 18 à 19 ans dans le monde. Ce sont eux les influenceurs qui captent l'attention de millions. Pourquoi ne prennent-ils pas la parole pour ceux qui pourraient être à leur place s'ils étaient nés en Iran? Pour moi, c'est vraiment très triste. Et je ne vois pas souvent Miss Rachel, mais je l'ai vue sur Threads cette semaine. Et elle a dit « Est-ce qu'Israël a un problème de relations publiques? » En majuscule. Non. Israël a un problème de génocide. Et je me dis, ils sont vraiment fous. Genre, Ils sont obsédés. Et la plateforme qu'ils ont pourrait vraiment être utilisée pour ces personnes. Vraiment. Mais ils le font pas. Et ils s'en fichent. Le problème, c'est que cela n'arrivera pas, car ça ne capte pas l'attention. Il ne s'agit pas de vérité, mais d'influence et de profit. C'est une arnaque. Et une fois que les réseaux sociaux ont pris un tournant éducatif ou politique, surtout, j'ai vu ça arriver en 2020, surtout sur TikTok, quand TikTok a explosé. Tout le monde était tellement occupé à rester enfermé chez soi, à boire du vin à 7 heures du matin, sans savoir si c'était la fin du monde. Et puis, c'est passé de la danse à la diffusion de la propagande d'une manière des plus inquiétantes. Et quand vous avez des gens qui n'ont rien d'autre à faire, qui sont enfermés, et qu'on leur répète la même chose encore et encore, puis qu'ils commencent à en parler, ils font le travail à leur place. C'était le plan depuis le début. Depuis le début. On vit littéralement dans 1984. Je disais justement, je crois que c'était à toi, Émilie, l'autre jour, non, je l'ai dit à Ève, que ça devient tellement grave que même les antisémites se disent « Ouh, ça, c'est trop ». J'ai regardé Nick Fuentes récemment, je vérifie mes gars, et je me dis, je crois que je suis avec les Juifs maintenant. Oui. Je crois même que j'ai vu cette conversation bizarre entre Norman Finkelstein, à côté de qui je me suis assise lors d'un débat, et Hassan Piker parlant de Norman Finkelstein, disant « Je pense que la haine des Juifs devient trop forte ». Il y a un problème là. Et ceux qui disent, ainsi que cette tentative maintenant de tout reprocher à Israël, c'est déjà assez terrible ce qui s'est passé. Mais maintenant, je pense que c'est allé un peu trop loin. Quand l'antisémite juré, celui qui a déclenché l'incendie, commence à s'inquiéter de l'ampleur que Est-ce que ça ça va prend, brûler? vous voyez, les choses vont mal. Mais parlons de la gravité de la situation dans le Nord. Vous savez que je viens de Gibraltar. Quand je regarde par la fenêtre à Gibraltar, je vois Ceuta. Ceuta est, comme vous le savez maintenant, cette semaine, vous l'avez tous appris, une enclave espagnole dans le nord du Maroc. Et il y en a une autre qui s'appelle Melilla. Et tout le nord du Maroc, pendant longtemps, était espagnol. Ma mère est née à l'Alarach, qui est une petite ville espagnole. Avant l'indépendance, c'était une colonie espagnole, avant l'indépendance du Maroc. Puis, cela a fait partie du Maroc. À Tanger, tout le monde parle espagnol et français. Donc tout le nord du Maroc a été espagnol à un moment, puis ces deux enclaves sont restées. Et vous savez, beaucoup de gens, et je dois le dire, beaucoup de gens disent « On vous l'avait bien dit ». Et oui, nous pensons tous que Pedro Sanchez est un salaud. C'est un quadruple salaud dans cette émission. D'accord. Nous le détestons tous. Mais Ceuta est une ville de 80 000 habitants avec la citoyenneté espagnole. 50 000 personnes ont envahi la ville. Maintenant, beaucoup de gens accusent différents types d'acteurs ici, mais les djihadistes existent aussi au Maroc. Le roi du Maroc fait vraiment beaucoup d'efforts pour les contrôler. Honnêtement, le Maroc a été un ami d'Israël ces dernières années. Ils ont signé les accords d'Abraham. Ils ont permis aux navires d'armement israéliens d'accoster, alors que l'Espagne avait refusé. D'accord. Donc, c'est un conflit nuancé. Et nous voulons que notre conflit soit vu comme nuancé. S'il vous plaît, soyons tous responsables. Dany Danon, comment peux-tu être aussi stupide pour commencer à te faire des ennemis maintenant auprès de la moitié de la population en Espagne, voire plus, qui en réalité ont soutenu Israël contre leur propre gouvernement. Ce qui s'est passé était fou, c'était effrayant, et c'est la faute des autorités espagnoles d'avoir été faibles et d'avoir annoncé qu'elles accordaient l'amnistie à 1 million de migrants. Et les djihadistes ont profité de cela et ont créé ce mouvement pour les faire entrer.
Ce n'était pas spontané. Il n'y avait rien de spontané là-dedans. Et comme je l'ai dit, oui, l'Europe récolte ce contre quoi nous l'avons mise en garde. Mais j'ai énormément de peine pour les gens qui ont dit cela à cause de ce débordement. Et si vous voulez parler de stupidité, indoctrinée, as-tu vu cette fille qui se tenait là? Regarde juste ça. C'est complètement fou. Cette jeune femme se tient à la frontière franchie, prend des photos, filme en disant « Bienvenue, migrants, bienvenue ». Migrants. Oui, oui. On ne l'a pas vu depuis 24 heures. Donc oui, empathie suicidaire, bon sang, c'est un cas classique. Sa famille n'a pas eu de nouvelles de... Son téléphone ne répond pas. Elle est partie avec des migrants pour leur montrer quelque chose qu'ils lui ont demandé de leur montrer et elle a disparu. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Pedro Sánchez, la seule chose qui me rend heureuse, c'est que le reste de l'Europe t'a dit que tu étais irresponsable et qu'on allait t'exclure de Schengen, qui est l'accord de libre circulation. Et j'espère. Je n'ai jamais vu Pedro Sánchez sans son sourire mielleux comme ce jour-là. Mais c'était assez effrayant. Eh bien, je pense que l'une des choses les plus effrayantes, c'est que les gens ne comprennent pas qu'ils ont diabolisé un pays. Oui. Et ils n'ont cessé de pointer du doigt le Maroc, le Maroc, le Maroc. Ce n'était pas une conversation nuancée qui disait que cela aurait pu être un point d'entrée. Mais comme tu l'as dit, ce sont les djihadistes. Il existe une vraie séparation avec ceux qui ne comprennent pas l'Afrique. C'est pourquoi je ne placerai jamais le Maroc dans cette catégorie. Les Nord-Africains, mais le Maroc ne fait pas partie de cela. L'Algérie, la Libye, ils ne se considèrent pas comme africains. Ils ne se considèrent pas comme africains. Se considèrent africains. Beaucoup d'entre eux sont très, très, très radicalisés. Je suis raciste. Et extrêmement racistes, oui. Donc, quand quelqu'un me demandait « Où d'autres sur le continent es-tu allé ?» Je n'ai aucune envie d'aller dans certains endroits. Et précisément cela, parce qu'ils te disent exactement qui tu es. Pour eux, je ne suis qu'une esclave. Je suis leur esclave. Ils te disent qui tu es selon eux. Je suis un chien pour eux. Je ne suis rien. Donc, penser que ce genre de mentalité pourrait maintenant être utilisé et que l'on diabolise un pays à cause d'un point d'entrée, c'est irresponsable. C'est juste triste parce que, vous savez, c'est une situation compliquée. Et la dernière chose que je veux voir, et c'est pour ça, Israël, je trouve que nous n'avons pas une culture diplomatique sophistiquée. Vous savez, cela s'est produit. Pas du tout. Rien à voir avec nous. Oui, bien sûr, ils nous accusent. Ces idiots nous accusent toujours. Mais ne commençons pas à nous faire plus d'ennemis que nous en avons déjà. C'est tout ce que je dis. Je sais pas. Je pense qu'en fait, comme vous l'avez dit, c'est très complexe. Je ne suis certainement pas sentie bien en regardant ces vidéos. J'ai regardé ces vidéos avec horreur en pensant « Mon Dieu, ces pauvres gens, de tous côtés d'ailleurs, on leur dit sûrement d'y aller parce que les frontières sont ouvertes, qu'ils peuvent espérer une belle vie. » C'est ce qu'on leur a dit. Et puis, ils se retrouvent confrontés à, vous savez, et puis, ils les voient piller, je veux dire. Piller et violer. Personne n'en a parlé. Ils ont violé, d'accord? Parce que c'est ce qui se passe dans ces situations. La chance ici, c'est qu'ils doivent prendre un autre bateau parce qu'il y a encore un autre continent à traverser pour arriver en Europe continentale. Les autorités espagnoles disent qu'ils sont revenus. La plupart, je n'y crois pas. C'est vrai. Je pense Émilie, pas que ce tu as soit dit vrai. quoi? Tu vois ça? Je ne les crois pas. Tu sais, je comprends les deux points de vue. Je vois bien que, je ne sais pas si c'est approprié venant de Denis Don, mais je comprends l'argument contre l'Espagne. Mais pour moi, ce n'est pas spécifique à l'Espagne. Je veux dire, c'est ce que fait toute l'Europe. C'est une forme de suicide. C'est de leur propre faute et se l'infligent eux-mêmes. Et c'est malheureux pour les gens qui voient ce qui se passe, les Européens qui en souffrent. Vous savez, c'était une campagne hautement orchestrée à travers Facebook, d'énormes groupes Facebook essayant de, on ne sait pas encore, vous savez qui exactement ou quel groupe était derrière ces groupes. Mais il y avait des centaines de milliers de personnes dedans. Mais ce que je trouve très, très révélateur dans toute cette situation, c'est que je n'ai vu aucune vidéo, aucune photo, aucun extrait, aucun rapport, aucune citation, rien venant de quelqu'un qui n'était pas un homme d'âge militaire. Wow! Oh oui, je sais. Et oui. si vous fuyez un pays parce que vous voulez chercher une vie meilleure, vous ne le faites pas. À 22 ans, en tant que jeune homme, sans famille, et avec 5000 autres de vos pairs.
ce n'est pas un schéma de migration normal. Nous continuons surtout en Europe à chercher des excuses pour cela. Pour expliquer pourquoi, il y a des millions et des millions d'hommes musulmans en âge de servir dans l'armée qui immigrent dans ces pays en tant que réfugiés. Pendant ce temps, les femmes et les enfants sont laissés sur place dans les enfers d'où ils viennent souvent. Oui, je veux aussi Donc, dire c'est que... ridicule. pardon. Oui, et la Oui. même chose se passe au Royaume-Uni avec tous les bateaux qui arrivent. Ce sont tous des hommes. Ce sont tous de jeunes hommes. Je voulais aussi dire que je voulais attirer l'attention sur le fait que, pour beaucoup de gens, et en particulier pour les Israéliens, cela a été très traumatisant pour beaucoup de personnes, parce que cela leur a rappelé le 7 octobre. Oui, C'était très traumatisant pour beaucoup de personnes, oui. mais oui. Entendre et voir ces foules arriver en criant Allah Akbar. Pour beaucoup de personnes, cela a ravivé des traumatismes. Bien sûr que oui. Nous ne surmonterons jamais ce traumatisme. Et sur ce point, malheureusement, c'est chaque semaine. Et ils semblent se rassembler. Nous avons une rubrique très appréciée, le salaud de la semaine. D'accord, Émilie. Commençons par toi. Qui est ton salaud cette semaine? Eh bien, pour rester dans le thème de notre dernier sujet, mon salaud de la semaine est Javier Bardem, l'acteur. Oui, il est insupportable sur Israël, mais il semble être sur presque tout le reste aussi dernièrement. Bref, il a repartagé quelque chose à propos de tout ce fiasco en Afrique du Nord, dans le nord du Maroc, en affirmant qu'Israël était derrière tout ça et que c'était un complot. Parce qu'apparemment, il pense que de jeunes hommes musulmans dans le monde arabe écoutent ce qu'Israël leur dit de faire. Hein? C'est nouveau, même pour Javier Bardem. Mais bon, d'accord, si tu le dis. Parce qu'on adore envoyer des milliards de personnes en Europe, là où on ne nous aime déjà pas, pour que plus de gens encore ne nous aiment pas. Je veux dire, il n'y a aucune logique là-dedans. Mais bien sûr, cela a été répété sans cesse sur les réseaux sociaux, pas seulement par Javier Bardem, mais aussi par ma meilleure amie au monde, Anna Kasparian, qui est montée sur cette lancée anti-juif depuis un certain temps déjà avec ses théories du complot, et cette fois-ci n'a pas fait exception. Elle a publié quelque chose du genre « Les gens commencent à se réveiller » en réponse à quelqu'un qui accusait Israël d'avoir orchestré tout ce fiasco. C'est donc ridicule. Vous êtes tous pathétiques, vous êtes tous des perdants, et vous êtes aussi mes ordures de la semaine. Eh bien, vraiment, vraiment bien ces répliques. Et encore une fois, ce Javier Bardem, je ne le supporte pas. Ce type se promène comme un clown avec un kéfier, et il met tout sur le dos d'Israël. C'est le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec. Quand pour toi, tout dans la vie, genre Dieu a dit, c'est la deuxième fois que je cite, Dieu a dit aujourd'hui. Mais quand tout est comme ça, il appelle ça les 6 degrés du juif. Tout dans le monde peut être blâmé. Étape causale vers les Juifs. C'est là où tu es, Javier Bardem. Et je veux dire quelque chose aux gens à Hollywood, surtout à ces Juifs qui l'emploient encore et lui donnent des rôles au cinéma. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Oui, T'es littéralement en train de promouvoir Goebbels en ce moment, d'accord. Donc s'il fait ça, tu devrais faire ta part et l'exclure, comme tous ces antisémites décérébrés devraient être exclus. Comment il s'appelle, disait aussi ça? Comment il s'appelle? Ken Roth? Lui aussi. Le gars qui l'a utilisé aussi. Je vais veux dire- dire, mais il faut vraiment être un être humain profondément malsain pour dire, eh bien, Israël l'a fait. Oui, Amnesty International, c'est fini pour Amnesty International. Je veux dire, la fondatrice, grand ou les fondatrices, je leur ferai jamais confiance. Oui. C'est devenu comme ça. Il y a des abus sexuels au sein de l'organisation, du harcèlement. Ils ont disparu. Comme toutes les organisations antisémites, elles finissent toutes dans les égouts. Réveille-toi. D'accord, Shoshana, qui est ton salaud cette semaine? Mon retour cette semaine, c'est Tony Punches. C'est un producteur de musique qui apparemment a laissé tomber Boy George après que Boy George ait sorti son incroyable chanson Ode in Your Code, qui soutenait essentiellement Israël et le peuple juif après le 7 octobre. La chanson dit « Tu peux danser à nouveau, nous danserons à nouveau ». Apparemment, Tony a déclaré ne rien vouloir avoir à faire avec elle. Et Boy George a répondu « D'accord, c'est fini pour nous ». Si tu lagues quelqu'un qui est une icône, d'accord, juste parce que t'aimes pas sa chanson, parce que ça correspond peut-être pas à tes convictions politiques, t'es vraiment un idiot. Franchement, t'es stupide, t'es un idiot et t'es vraiment une ordure. Et j'ai l'impression que les lignes ont été tracées. Elles sont très, très claires. Si tu refuses de t'associer à quelqu'un qui rend hommage à ceux qui ont beaucoup souffert et dit « on dansera de nouveau », alors nous non plus, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Absolument. Et on voit ça encore et encore dans le domaine artistique.
Tu peux en parler un peu plus parce que c'est ton domaine. Tu sais, mon amie Elisa Rozenek, qui est venue dans notre émission il y a 2 ans, Elle a écrit White Blonde Jew. Elle était sur le point de faire le lancement de son livre à Nashville et la librairie l'a annulé. Vous savez, n'a pas informé les acheteurs de billets. Et vous savez, toute la polémique en cours, un groupe de Juifs déclare « Ouvrons notre propre maison d'édition puisque personne ne veut le faire. » Mais publié. Les hôpitaux et l'université ont été créés il y a des années par des Juifs, car ils n'y étaient pas autorisés. Donc on en revient à ça. C'est comme ça qu'Hollywood a commencé. C'est comme ça qu'Hollywood a commencé, parce qu'on n'était pas autorisé ici. Alors on a juste construit autre chose. Non, tu viens des arts, de la danse. Je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai été boycottée, puis à nouveau boycottée, puis les gens se sont réabonnés. C'est tout un truc, mais le voir de l'extérieur, surtout avec autant de monde, je ne comprends pas comment les gens peuvent encore être aussi terrifiés. Si l'art est là pour poser des questions, pour lancer des conversations, ça a déjà été détourné au point où tout n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge. Si tu voulais vraiment poser des questions, initier des conversations, créer des ponts et utiliser l'art comme forme de diplomatie, c'est fini. Ouais. Parce qu'ils lisent tous le même script. Donc, Mazal Tov, Javier Bardem fait exactement ce qu'il devrait faire. Exactement comme, tout à coup, soi-disant, il a été dit quand cela s'est produit qu'il allait ouvrir ses manoirs. Mais ça ne colle pas avec le fait de dire qu'on l'embauche pour rien du tout. Ça ne colle pas avec toi, debout dans la loge VIP, à faire ça pendant un concert, parce que si tu as tout perdu, comment est-ce que ça peut encore être ton style de vie? Ça n'a pas de sens. Tout cela est faux, ce sont des mensonges. C'est du cinéma. Tu sais, en fait, j'ai lu ce matin sur la BBC, crois-le ou non, que Massive Attack, ce groupe des années 80 et 90, dont je me souviens, Singapour. Ils ont sorti un drapeau palestinien. Et à Singapour, pas de négociation. Non, pas de si, de mais ou de quand. C'est interdit. Brandir un drapeau étranger est illégal ici. Tout le monde devrait avoir cette loi. Les Émirats arabes unis aussi. Ils les ont arrêtés et confisqué leurs passeports. Ils les ont interrogés pendant des heures. Et ils disaient « On a fait ça juste pour montrer notre solidarité ». Tu sais quoi? Partout dans le monde, tout le monde n'a pas les mêmes libertés que vous, les Occidentaux gâtés, pensés être accordées à tous. Ils ont même des règles concernant le fait de mâcher du chewing-gum en public. Exactement. Dans un endroit où il est interdit de jeter du chewing-gum par terre, cela peut mener en prison. Dans cet endroit, je crois même qu'être homosexuel est encore interdit dans ces endroits-là. Non, tu ne peux pas montrer ton petit drapeau Free Palestine. D'accord. Bref, d'accord. Valérie, qui est ton salaud cette semaine? Quelqu'un dans le monde du divertissement. Ah vraiment? Oh, celle-là est bonne. Ouh, regarde ça! je pense pas que l'espoir soit ce qu'il faut avoir. Je pense que ce qu'il faut, c'est une conscience précise de ce que nous voulons faire de notre temps. Comment, à chaque instant, est-ce que je crée un environnement qui soit accueillant et aimant et qui soit plus en accord avec la nature humaine à chaque moment. Et parfois, c'est vraiment difficile parce qu'il se passe parfois des trucs bizarres dans le monde et c'est comme, est-ce que je vais dire quelque chose à ce sujet? Est-ce que je vais me lever et essayer d'orienter ce moment vers la nature humaine? C'est ce que font vraiment les personnes courageuses. Greta Thunberg fait ça. Nous devrions simplement réfléchir à la manière dont, dans chaque situation, nous voulons orienter nos environnements vers la nature humaine. Donc, dans cet extrait, elle continue essentiellement à mettre Greta Thunberg sur un piédestal. Elle vient de sortir un nouvel album. Et sa musique, c'est elle qui demande à tout le monde de passer par un blabla spirituel chamanique. Je suis désolée, je ne pense vraiment pas pouvoir écouter quelqu'un dont le père va gifler des gens et dont la mère couche avec le frère de son frère. Et ils en parlent ouvertement devant la caméra. L'ami du frère. La mère couche avec l'ami du frère et tout ça est exposé au grand jour. Qu'est-ce que tu as à offrir au monde en termes de morale? Et les gens vont écouter ce gamin et dire « Tu as raison ». Greta Thunberg devrait être mise sur un piédestal. Elle fait une énorme différence. C'est la Messie. Tous ses enfants ont été instruits à la maison, d'accord. Son frère, en revanche, il était courageux. Je me souviens, il y a un an, quelqu'un l'a poursuivi en criant « Libérez la Palestine !» Il a répondu « Libérez tout le monde, libérez l'amour » pour tomber dans ces conneries. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Très bien. Mon salaud de la semaine, allant du mesquin au plus mesquin, est un crétin qui s'appelle Austin Franco. Je crois qu'on a parlé de lui la semaine dernière. C'est un étudiant à l'université Cornell qui, en gros, postulait pour un emploi.
Quand il a découvert que les propriétaires étaient juifs, il a dit « Je ne veux pas travailler pour des juifs ». Il en était fier. Il l'a annoncé publiquement. Et cet idiot a continué à s'entêter. Il est passé chez Piers Morgan. Et maintenant, tu sais, on sait bien que Piers Morgan peut être compliqué sur Israël et qu'il est partial. Mais sur ce point, je suis avec Piers Morgan. Regarde ce qui s'est passé. J'ai eu assez d'expériences déplaisantes pour ne pas vouloir être en leur présence. C'est juste une préférence et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça. Tu sais, si tu avais un problème avec les Asiatiques ou les nains, d'accord? Genre, imaginons que tu sois entouré de 10 nains, d'accord? Et qu'elles soient toutes vraiment méchantes avec toi. Elles te marchent sur les pieds, d'accord? Tu vas dire, OK, j'ai plus envie d'être avec vous. Et si ton patron est d'une manière ou d'une autre un nain, tu vas dire, écoute, je veux pas travailler pour toi parce que tu es un nain. En fait, si tu me permets de le dire, ce que tu viens de dire est encore plus ridicule, non? Je veux dire, quel rapport ça a avec... Comme tu dis les nains, je trouve ça incroyablement déprimant qu'un jeune homme qui a eu le privilège d'aller dans une université prestigieuse puisse être aussi borné ou pire, s'en fiche de ce que tu dis. Et les conséquences pour un grand nombre de personnes dans le monde qui voient un jeune, gamin arrogant, qui veut ouvertement défendre l'antisémitisme dans des interviews comme celle-ci. Honte à toi et honte à tous ceux qui t'ont rendu comme ça. Cet idiot bavard a comparé la haine des Juifs à celle envers les nains, sans raison claire. Je ne comprends pas ce que lui ont fait les nains ou les Asiatiques. Il a ajouté « J'ai eu de bonnes interactions avec des Juifs. » Mais la plupart des Juifs avec qui j'ai eu des interactions, c'était négatif. Je ne sais pas de qui tu parles, mais t'es un idiot. Mais tu sais, ouais. Je me demande pourquoi. Ouais? Exactement. Maintenant, j'adore quand un salaud a droit à une fin heureuse, comme vous le savez tous. Maintenant, la fin heureuse, c'est celle-ci. Ses parents l'ont mis à la porte. Alors, félicitations à monsieur et madame Franco, oui, pour avoir eu du cran, oui, et pour avoir mis dehors votre fils gâté, privilégié et raciste. Et écoutez, ça demande beaucoup de courage. Nous sommes des mères. Il faut du courage pour mettre son enfant dehors pour son comportement idiot. C'est ce que tu as fait. Cornell, en revanche, ne l'a pas mis à la porte. Non, ils lui ont fait une réprimande, mais ils ne l'ont pas expulsé. Et ce qui m'énerve vraiment, c'est que ce gamin a maintenant 2 campagnes de financement participatif parce que les Juifs ne vont pas t'employer. Tu disais ne pas vouloir travailler pour nous, sans réaliser que cela représente de nombreux emplois et employeurs. Et maintenant, tu te plains. Tu as lancé une seconde campagne de financement participatif car tes parents, ces gens courageux, t'ont mis dehors. Trouve-toi un travail. Tu es un raté. Tu es une ordure. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on perd notre temps à parler de toi, mais je devais vraiment te faire une mention honorable pour avoir été un crétin hors pair cette semaine. Comme d'habitude, le financement participatif. Dès que j'ai vu le message sur X disant que mes parents m'ont mis dehors, je me suis dit, il va y avoir un financement participatif va démarrer. Boom. Je crois que j'ai presque envie de faire de ses parents des héros. Non, il faut beaucoup de courage pour faire ça et défendre son propre enfant. Oui, c'est vrai. Très bien. Et sur cette note, nous allons guérir nos âmes meurtries avec toute la méchanceté et la vilainie du monde. Et nous passons à nos héros. Émilie, qui est ton héros cette semaine? Eh bien, pour rebondir sur le salaud choisi par Shoshana, je choisis Boy George. Je sais tu l'as que déjà tu l'as choisi déjà la semaine dernière, mais il est tellement incroyable qu'il mérite une autre incroyable. mention. Oui, c'est vrai. Je veux dire, sa détermination face aux critiques qu'il a reçues à propos de cette chanson, franchement, il n'y a rien de controversé là-dedans. À moins que vous pensiez que des innocents devraient être abattus lors d'un festival de musique, à moins que ce soit votre position, il n'y a vraiment aucune raison d'être contre cette chanson, même si vous n'aimez pas Israël. D'accord. Donc, toute cette opposition est insensée. Et j'admire énormément la façon dont Boy George a simplement répondu, comme tu l'as dit. Il s'en fiche complètement. Tu sais, il avance à fond avec toute sa force et toute son énergie, avec plusieurs déclarations claires disant « Je ne reculerai pas ». Je ne change rien à qui je suis. C'est la personne que j'ai toujours été. J'ai toujours soutenu la communauté juive et je le ferai toujours. Ça ne veut pas dire que je veux que d'autres personnes meurent. Ça ne veut pas dire que je veux la guerre. Ça ne signifie rien de tout cela.
Ça veut dire que je refuse de céder à cette vague de haine contre les Juifs qui déferle sur le Royaume-Uni, le reste de l'Europe et, franchement, sur le monde entier. Alors, Boy George, même si cela te coûte cher, que ce soit, tu sais, décider d'arrêter de travailler avec des personnes avec qui tu as collaboré professionnellement pendant des années, comme l'a mentionné Shoshana, ou bien tu n'es pas sûr si on t'a demandé ou si tu as finalement décidé de te retirer de Jésus-Christ Superstar où tu devais être à l'affiche ce mois-ci au Royaume-Uni lors d'un spectacle à Broadway. Enfin, plutôt au West End, je devrais dire. C'est très décevant de devoir affronter ces conséquences et tu ne devrais pas avoir à le faire. Mais des millions de nouveaux fans te soutiennent aussi. Et nous sommes reconnaissantes pour ton courage moral et ta ténacité face à la discrimination et à la haine. Et nous serons à tes côtés, tout comme tu l'as été pour nous. Amen, Émilie. Et honnêtement, d'ici, sur le plateau, nous voulons t'inviter. Boy George, viens en Israël pour un concert. Oui, ce sera plein à craquer. Tu auras la plus grande foule que tu aies eue depuis des années. Tu es une icône. Je suis une fille des années 80. Alors, tu sais, je t'ai soutenue depuis Comic Relief et nous étions avec toi pendant tes problèmes de dépendance et quand tu as fait ton coming out. Et c'est pour ça que tu restes avec nous, parce que je sais que beaucoup de Juifs t'ont soutenu quand tu étais dans une situation difficile. Et je pense que la meilleure phrase de tout ça, c'est « Si tu es perdu, je soutiens les Juifs ». Sympa. C'est vraiment emblématique. J'ai contacté un ami producteur hier soir ici en Israël et je lui ai dit « S'il te plaît, fais venir Boy George ». Donc, on va continuer à demander à Boy George de venir en Israël et de faire un concert ici. Et nous serons là. Oui, c'est ça. Et qu'il vienne aussi sur le plateau. Et nous l'inviterons sur le plateau. Il correspond parfaitement à notre image, absolument. Et nous t'invitons directement d'ici. Merci, Émilie. Shoshana, qui est ton héros cette semaine? Mon héros cette semaine est le docteur Saji Assa et l'incroyable organisation Save a Child's Heart. Un bébé de 11 jours, nommé Angel, est né au Rwanda avec une malformation cardiaque congénitale rare et un flux sanguin très limité entre son cœur et ses poumons. Après 4 transferts, il est finalement arrivé à l'hôpital King Faisal dans un état critique. Le docteur Gérard Massago, cardiologue pédiatrique rwandais formé en Israël via Save a Child's Heart, faisait partie de ces médecins. Il a pris le téléphone et a appelé son ancien mentor, le docteur Sagi Assa, lui demandant de venir au Rwanda pour aider à sauver la vie du bébé. Le docteur Assa a quitté Tel Aviv après minuit pour parcourir plus de 4000 km en avion jusqu'à Kigali. Il a assisté le docteur Massago lors d'une intervention sur un nouveau-né de 2,5 kg, puis est rentré en Israël le jour même. Depuis 1995, l'organisation Save a Child's Heart change discrètement des vies dans le monde entier. L'organisation a sauvé la vie de plus de 8000 enfants originaires de 75 pays, tout en formant des médecins venant de pays en développement afin qu'ils puissent rentrer chez eux et soigner la prochaine génération. Voilà, Israël hors des projecteurs. Des médecins prenant l'avion la nuit pour sauver un bébé de 11 jours. Et un pays partageant son savoir pour que d'autres pays puissent soigner leurs propres enfants. Un pays qui mesure son succès non seulement par les vies qu'il sauve aujourd'hui, mais aussi par les médecins qu'il forme pour sauver des vies demain. Ces histoires, peu médiatisées, révèlent davantage Israël que de nombreux titres. Voilà pourquoi le docteur Saji Assa et Save a Child's Heart sont mes héros de la semaine. Eh bien, Shoshana, c'est un héros extrêmement digne. Et en fait, ici à JNS, nous avons interviewé l'un des cardiopédiatres actuels qui se trouve en Israël en ce moment. Il se forme afin de pouvoir retourner en Zambie et offrir des traitements qui sauvent des vies à sa communauté. Et il reçoit cette formation ici. Donc, vous savez, nous soutenons totalement cette organisation. Donc, Dr. Assa, il a en fait dit « Mon rôle en tant que mentor est de t'aider à te tenir debout par toi-même, bien sûr. Mais si tu m'appelles, je serai là. » Et c'est vraiment incroyable. En tant que mère, ma fille a eu un problème cardiaque quand elle était bébé. Les médecins présents lui ont sauvé la vie. Mon Dieu. J'ai une grande tendresse pour les médecins qui se forment à soigner de tout petits bébés et leur tout petit cœur pour les soigner, car sans eux, beaucoup de mères seraient en deuil. Absolument. Et laissez-moi vous dire autre chose que les gens ne voient pas. Nous accueillons aussi énormément d'enfants venant de pays arabes voisins, y compris ceux qui disent encore que nous sommes des ennemis. Et y compris des enfants de Gaza, de Judée, de Samarie, de Jordanie et d'ailleurs. Vous ne verrez jamais ça dans les actualités. Mais c'est l'éthique d'Israël de sauver des vies. Et nous œuvrons pour un avenir meilleur, où il ne sera plus exceptionnel d'accueillir des ennemis, de les soigner et de leur sauver la vie. Et où leurs parents seront suffisamment reconnaissants
pour ne pas prendre ce même enfant, lui attacher quelque chose autour du corps et l'aider à tuer beaucoup de gens. Nous vivons pour ce jour-là. Amen. Amen. Bel ami, qui est ton héros? Mon héros. Mes héros ne sont pas seulement les Haredim, mais la communauté religieuse dans son ensemble. Je pèse mes mots en le disant. D'accord. Il y a quelques semaines, nous étions en train de célébrer le Shabbat et nous avons remarqué qu'il y avait un café ouvert et il y avait beaucoup de bruit venant d'en bas. J'étais chez des amis pour le Shabbat et nous avons regardé dehors et c'est dans un centre d'appartements à Jérusalem. La première fois que nous avons vu cela, nous nous sommes regardés pensant « ce n'est pas normal, on ne devrait pas agir ainsi, c'est interdit. Pourquoi cela arrive-t-il » Une amie est descendue pour comprendre la situation. Encore une fois, la discussion restait centrée sur « c'est mauvais ». C'est, avec plus d'informations, que la communauté Haredi était là en criant « Shabbat, Shabbat, Shabbat ». Et tous les extraits que vous avez vus, c'était eux en train de crier « Shabbat, Shabbat », ce qui en fait exactement ce que je vais expliquer. Missionaires ont un seul travail et un seul devoir. Maintenant, ce n'est pas tout le christianisme, ce n'est pas tout ce qui concerne la foi. Je viens d'une foi chrétienne avant de devenir juive. J'ai une compréhension très claire de ce qui est correct quand on n'utilise pas la coercition et qu'on agit vraiment avec bienveillance où nous devrions pouvoir coexister. C'est ça, Jérusalem. Quelle que soit votre religion, nous pouvons coexister. Mais le problème, partagé par beaucoup, est que cela a déclenché une conversation encore plus profonde, notamment lors du jour le plus sacré pour les Juifs. Il y a maintenant une conversation sur la raison pour laquelle un café est ouvert. Un café peut absolument être ouvert. Jérusalem est faite pour tout le monde. Mais ce que nous oublions, c'est que dans leur mission, lorsqu'on utilise la coercition, c'est que vous allez finir par obtenir des extraits, des photos, peu importe, qui racontent exactement ce que le monde extérieur veut entendre. Les Haredim et les Juifs crachent sur les chrétiens, et ce sont des gens violents. Et voilà, c'est toute l'image qui en ressort. Et ensuite, ce qu'ils font avec la mission et le but qu'ils ont, c'est d'utiliser les Juifs non religieux pour dire « Tu sais quoi? Maintenant, nous allons venir vous soutenir, parce que nous ne soutenons pas ce genre de comportement. » Je comprends. Il y avait un café qui faisait des travaux Il y a un café qui avec est ouvert des machines. c'est de la coercition, parce qu'en réalité, c'est un travail missionnaire. Ce D'accord, sont des j'avais pas missionnaires. Ce sont des missionnaires et c'est ouvert pendant le Shabbat. Encore une fois, ça ne me pose pas de problème, mais ça finit par susciter une conversation très différente sur ces personnes qui sont pratiquantes, le quartier dans lequel elles pratiquent, parce qu'alors c'est presque comme si, exprès, c'est ce qui va se passer. Mais encore une fois, c'est une conversation qui est bien plus profonde. Mais je voulais vraiment clarifier que nous avons des amis chrétiens partout dans le monde. Des chrétiens vivent ici. Les chrétiens ont leur place en Israël. C'est une maison pour toutes les religions et aussi pour ceux qui ne sont pas religieux. Mais nous devons être très prudents concernant la coercition exercée par certaines personnes, par certains groupes de personnes. Et nous en avons tous. Il y a des extrêmes dans chacun d'entre eux. Cependant, ceci est utilisé comme un outil très coercitif. Et nous l'avons vu se produire encore et encore. Et avant même de s'en rendre compte, les Juifs commencent à se replier en disant « non ». Ils commencent à nous voir tous comme un seul groupe. Petit à petit, tout d'un coup, cela arrive. Comme en Afrique lors de la colonisation arabe, puis l'arrivée du christianisme. Bien avant que vous, en tant que Juives, ne réalisiez, on frappe à votre porte et on vous dit « Connaissez-vous notre Seigneur Jésus-Christ et en avez-vous entendu parler ?» Nous avons vu cela se produire à maintes reprises. Et cela montre simplement que cela met en lumière quelque chose de bien plus profond, que nous avons tendance à mettre de côté. Donc, pour être clair, le prosélytisme est illégal dans ce pays. Et toute personne qui essaie de faire cela peut être expulsée. Mais la vérité, c'est que la plupart des chrétiens évangéliques aujourd'hui, dont beaucoup avec qui j'ai des relations très fortes, sont, et oui, spécialisation. Donc, il faut que ce soit clair que c'est une toute petite pièce, petite, et ce n'est pas représentatif des chrétiens dans ce pays, ni des soutiens d'Israël dans le monde entier. Mais absolument, écoutez, je ne sais pas si on peut dire, je ne pense pas que les ultra-orthodoxes pensaient qu'ils luttaient contre le prosélytisme. Ils agissaient simplement, si vous me demandez, en tant que personne qui a traité cela chaque jour de ma vie, quand j'étais à la mairie, ils pensaient juste faire campagne contre un café ouvert le Shabbat, ce qui me dérange. Oui. Alors que dites-vous? Tout le monde. Mais oui, ce sont les conversations internes que nous avons constamment. Et c'est bien de mettre cela en lumière. Une lumière. Merci beaucoup. Juste une lumière. Une lumière. Une lumière. D'accord. Qui est mon héros cette semaine? Donc, mon héros cette semaine, c'est un couple. Un couple très, très spécial. Il s'appelle Sacha Troufanov. Et il a passé
498 jours en captivité chez le Hamas. Il a été blessé, torturé, affamé. Et sa femme actuelle s'appelle Sapir Cohen, qui a été en captivité chez le Hamas pendant 55 jours. Maintenant, ce couple rendait visite à leur famille le 7 octobre près du kibbutz Nir Oz. Ils ont tous été pris en captivité. Sapir a été emmené, je crois, avec la mère de Sacha et d'autres membres de la famille. Et avec sa mère, elles ont été libérées après 55 jours. Et ce qui est beau dans cette histoire d'amour, c'est que lorsqu'il était encore en captivité et qu'il pensait qu'il n'y avait aucun espoir d'être libéré, il priait pour qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Il priait pour qu'elle puisse passer à autre chose dans sa vie. Pendant ce temps, que faisait Sapir? Elle est devenue une militante pour la libération de son compagnon. Et il a été libéré il y a un peu moins d'1 an. Et vous savez, quand on a traversé ce genre de situation traumatisante, je ne suis pas sûre que beaucoup de couples y survivraient. Certainement, il y a eu d'autres couples qui n'ont pas survécu, quelques divorces. Et ils se sont mariés hier. Et ils sont tellement mignons parce qu'ils ont ce genre de compte Instagram commun. Et ils avaient ces magnifiques images. Et même leur description sur leur compte Instagram, c'est « Nous sommes des personnes qui ont choisi la vie ». Maintenant, c'est très facile de dire « Je choisis la vie ». Quand on n'a pas affronté la mort, comme ils l'ont fait tous les deux, surtout Sacha, mais elle était une femme en captivité aux mains du Hamas. Je suis sûre que ce n'était pas une partie de plaisir pour elle non plus. Et le fait qu'ils soient rentrés chez lui miraculeusement, qu'ils aient rétabli leur relation après si longtemps et qu'ils se soient mariés cette semaine. Oui. Pour moi, c'est une histoire heureuse et héroïque, surtout quand on entend des histoires aussi déchirantes comme celle d'une jeune femme qui vient de se suicider parce qu'elle est encore traumatisée par ce qu'elle a vu au festival Nova et parce qu'elle y a perdu sa meilleure amie. Et donc, nous avons été confrontés à tant de ces histoires traumatisantes, des histoires de personnes qui n'ont pas pu surmonter les horreurs, les actes barbares qu'elles ont vus le 7 octobre. Vous savez, des viols, des décapitations et des mutilations, ça s'est produit. Ça s'est vraiment produit. Et le fait que ces deux jeunes personnes, j'ai en fait rencontré Sacha et il est adorable, le fait que ces deux jeunes aient pu surmonter cela et avoir leur fin heureuse après un traumatisme incroyable, pour moi, c'est Hatikva, qui est notre hymne national, l'hymne de l'espoir. Et ils sont tous les deux des héros et Mazal Tov pour votre merveilleux mariage. Et sur cette note joyeuse, nous terminons et prions pour la libération de ces innocents en Iran et la libération des innocents partout dans le monde. Pour la guérison de nos soldats et pour la guérison de ces parents qui ont perdu leurs enfants. Et afin que nous ayons une meilleure région et un meilleur espoir pour l'avenir. Amen. À la semaine prochaine!